Bismillah, la barakatullah. Alors, bonjour tout le monde. Je suis vraiment très ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Je vous remercie pour votre présence. Je remercie aussi nos chers experts, participantes et participants dans ce panel, Inch'Allah, qui va être très enrichissant. Je remercie aussi l'équipe de Mubawab et Emotech pour l'organisation et la logistique. Donc, sans tarder, on va commencer de rentrer dans le vif du sujet. Alors, notre table ronde, notre panel aujourd'hui, ça va traiter une problématique très enrichissante qui concerne l'efficacité énergétique, le confort, la santé dans le bâtiment, et plus particulièrement le bâtiment durable. Et on va traiter aussi, en plus des défis, quels seront les atouts et les avantages pour l'utilisateur final. Donc, sans tarder, comme vous le connaissez tous, le secteur de bâtiment est confronté à plusieurs enjeux. Le premier enjeu, c'est la demande, c'est la croissance démographique. Généralement, on est sollicité pour produire plus de logements, vu que la croissance démographique ne cesse d'accroître. Il y a aussi un sujet sur la partie. Alors, est-ce que vous pouvez revenir sur, est-ce que vous pouvez projeter la présentation? Donc, il y a un sujet sur la concentration sur la partie urbaine. Donc, plus de demandes sur les mégapoles. Donc, juste pour, à titre de partage et d'information, sur le Maroc, on est passé de 32% en 1970 à 65% en 2022 compte tenu d'urbanisme. Donc, on a presque doublé de pourcentage sur à peu près 50 ans. Donc, il y a une forte croissance démographique et il y a aussi une forte demande pour les villes et pour les zones urbaines. À cela s'ajoute le nombre d'habitants et de population qui s'accroît, ce qui fait la demande sur la matière première devient de plus en plus forte. Sachez que le secteur de BTP et de la construction est le premier consommateur de la matière première. Donc, c'est le premier consommateur de la matière première. Il est aussi générateur de CO2. D'après le rapport de l'Agence internationale de l'énergie, il est émetteur il participe à 35% à peu près d'émissions de CO2. Et par rapport à la consommation d'énergie, on est à peu près dans les environs de 37%. Tout cela, toutes ces données nous poussent à revoir notre façon de faire, notre façon de concevoir le bâtiment. Donc, tout cela nous pousse à avoir une démarche bâtiment durable, une démarche intégrée et une démarche transversale qui va traiter et le cadre général, la qualité de l'air, les accessibilités, la qualité des matériaux durables, tout ce qui est confort acoustique, tout ce qui est confort thermique, tout ce qui est innovation, tout ce qui est aussi économie circulaire. Tous ces aspects-là peuvent s'inscrire dans une démarche très transversale et qui peut concerner le bâtiment durable. Donc aujourd'hui, avec nos chers experts, on va traiter cette problématique et on va essayer de la traiter chacun de son point de vue. Donc, nous avons avec nous Madame Hanan Boustela. Vous êtes architecte sur Rabat. Vous êtes aussi secrétaire général de CNOA, de Conseil national de l'ordre des architectes. Et vous êtes aussi formatrice sur le règlement thermique marocain. Donc, bienvenue, Mahbabik. Madame Btissem, vous êtes ingénieur de formation, vous êtes directeur de pôle bâtiment durable au cabinet Alto Eco, avec une expérience probante sur pas mal de projets, sur
plein de villes, notamment sur Casablanca, des projets certifiés, HQE, LEED, et j'en passe. Bienvenue. Madame Nolhouda, bienvenue. Vous êtes ingénieure de formation, vous êtes directrice du département développement durable au sein de la société d'aménagement de Zneta. Vous avez la mission de déployer la stratégie de la boîte et de l'aligner avec la stratégie nationale sur la ville exemplaire, l'EcoCity de Zneta. Donc, marhaba bik. Donc, je vous promets un panel très riche avec un retour d'expérience de différents participants. Et sans oublier, bien sûr, c'est Souhail Manavo, qui est directeur de construction chez Groupe Mfdal. Vous êtes ingénieur de formation et vous avez une expérience probante sur pas mal de projets, le projet de Znata Tower et plein de projets sur la ville de Znata et aussi l'Oda. Donc, marhaba bik, bienvenue. Donc, sans tarder, je lance le débat et je commencerai par le maître d'ouvrage. D'accord? Vous représenterez la SAZ, la Société d'aménagement de Zneta. Et comme j'ai dit, j'ai précisé, la ville de Zneta, c'est une écocité, c'est une ville exemplaire. Donc, si vous pouvez nous dire par rapport à ce que je viens de citer, par rapport à la démarche bâtiment durable, quels sont vraiment les défis, quels sont les principes qui sont intégrés sur la ville de Zneta et comment ils sont intégrés? Merci beaucoup, Samir. Bonjour à tous. Alors, en tant qu'aménageur de la première écocité au Maroc et en Afrique, qui est l'écocité Zneta, on a commencé par une idée, par une vision, dans laquelle on a voulu vraiment mettre la durabilité au centre de nos préoccupations. Ce n'est pas un label, ce n'est pas une étiquette, ce n'est pas une coloration qu'on vient coller par la suite à la fin d'un projet, c'est vraiment une conviction intime. Et cette conviction, elle a été traduite par ce qu'on appelle une démarche d'éco-conception. Cette démarche-là, elle a consisté en un investissement de temps, de moyens, d'efforts à bien connaître, à bien maîtriser notre territoire. C'est-à-dire que on a pris Zneta à un temps T0 et on a vraiment veillé à ce qu'on puisse bien approfondir tout le savoir qu'on a sur ce territoire-là afin d'en dégager les atouts qu'il va falloir sublimer dans le futur design de Zneta, mais surtout d'être très conscient de toutes les contraintes physiques, humaines aussi, parce que c'est un projet d'abord social, avec lesquels il va falloir composer. Donc, une fois qu'on a eu cette maîtrise du territoire, on a commencé à dessiner Zneta. Et donc, on a élaboré toute une batterie d'études, à commencer par l'étude d'impact sur l'environnement, qui est un cas d'école aujourd'hui. Adossé à ça, il y avait plusieurs études, notamment des études urbanistiques, des études de positionnement stratégique et toute la batterie d'études techniques qu'on continue à faire à aujourd'hui. Parce que justement, il y a plusieurs thématiques qui évoluent plus ou moins rapidement, il y a plusieurs nouvelles technologies, de nouvelles approches, et on veut toujours être à la page, voire précurseur sur tous les sujets qui attrait à la durabilité sur notre territoire. Donc, grâce à ça, et étant porté par la conviction intime qu'on ne peut pas atterrir dans un bâtiment durable sans lui consacrer déjà un environnement durable, un espace urbain qui est intégré, qui est aménagé d'une manière durable. Porté par ça, on a justement veillé à intégrer dans notre espace urbain des principes tels que la sécurité, la santé et le bien-être des usagers, la résilience et l'adaptation, parce que justement, on est sur un territoire qui a aussi ses propres contraintes démographiques et géologiques. L'économie circulaire aussi, en veillant à intégrer aussi un sourcing qui est le plus proche, à avoir aussi une orientation vers les matériaux les plus durables qui sont à disposition sur le marché. Mais ces efforts-là, ils auraient été vains, parce que si jamais il n'y a pas justement le maillon de la construction qui vient étayer, qui vient renforcer et capitaliser sur ces efforts-là, on aurait quand même fait beaucoup d'efforts pour pas grand-chose. Et donc, à partir du moment où on a pensé à commencer à commercialiser les lots de terrain sur Zneta, on s'est dit qu'il va falloir quand même encadrer un peu cette approche-là. Et c'est la première fois en 2015 où on a pensé à élaborer ce qu'on appelle le cahier de prescription environnementale pour les opérations résidentielles. C'est le représentant de Mfdal pourra en témoigner.
Donc, c'est un cahier de charge qui, justement, structure, organise un peu l'intervention des promoteurs immobiliers sur le territoire pour pouvoir assurer que, justement, cette vision-là, cette conception qu'on a déjà dessinée sur notre territoire puisse être vraiment amenée jusqu'à l'utilisateur final. Donc, c'est comment associer un peu un partenaire incontournable sur notre territoire et le faire adhérer plus ou moins facilement. Il y en a qui ont vraiment pris le taureau par les cornes, il y en a qui en veulent en ça une difficulté. Mais on a veillé justement dans ce cahier de charge à avoir deux niveaux d'exigence, donc un niveau qui est prescription, donc il est complètement obligatoire à respecter, et puis un niveau recommandation pour les promoteurs les plus ambitieux qui aimeraient s'inscrire dans une démarche de durabilité qui est un peu plus avancée. Donc, comme j'ai dit, on avait commencé avec ce cahier-là en 2015. Il a été actualisé une première fois en 2018, et là, en 2024, on est en train aujourd'hui de lancer l'actualisation encore une fois de ce cahier. Tout ça pour vous dire que c'est quand même un positionnement qui est évolutif, c'est un positionnement qui se développe avec le temps. Notre besoin est de toujours veiller à ce qu'il intègre les dernières approches, les dernières innovations, mais aussi un alignement, que ce soit stratégique par rapport à la vision globale du royaume, mais aussi avec tous les accords internationaux qui sont signés par le Maroc et auxquels on se doit justement de présenter des exemples qui sont les plus probants. Merci beaucoup. Merci, Madame Hmoumi. Alors, je passe la parole à notre architecte. Là, on a une vision d'un développeur, d'un aménageur, mais normalement, la conception et la traduction de la vision, c'est de l'anticipation et aussi c'est un travail en amont. Donc, c'est un travail d'architecte pour sortir son intelligence, son savoir-faire, pour traduire la vision de développeur, tout intégrant ces aspects-là. Comment l'architecte peut allier et intégrer ces concepts-là tout en amont dans la conception du projet ou d'une ville. Merci Sikabous. Salam alaikum. Merci encore aux organisateurs donc pour cette matinée d'échange qui est très 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 constructive et j'espère durable. Donc en tant qu'architecte, bien entendu, justement, on s'inscrit dans un écosystème, donc à commencer par le maître d'ouvrage justement. Et bien avant, il faut savoir que aujourd'hui, on parlait de l'efficacité énergétique, de la durabilité ou bien de l'optimisation de la facture énergétique, je pense que c'est un engagement de l'État avant qu'il ne soit un engagement des professionnels. Et il faut savoir que le Maroc, aujourd'hui, il importe 95% plus ou moins de son énergie. Et justement, on a vu dernièrement qu'il y a une recherche assez pointue par le pays, un engagement assez visible pour rechercher d'autres justement énergies. Et c'est ça l'intérêt au fait. C'est la durabilité, l'architecture, bien sûr, la conception durable et respectueuse de l'environnement bioclimatique, comme on l'appelle. Ce n'est qu'une traduction de tout un engagement de l'État. Et cet engagement, justement, il va falloir. Et je pense que aujourd'hui, je tiens aussi à saluer le groupe Lafarge pour le Holcim, pour le travail qu'il fait par rapport à l'optimisation de CO2, par rapport à cette recherche justement, à ce que même les matériaux accompagnent cette vision, parce qu'on ne peut pas parler d'un maillon d'un élément dans la chaîne, mais d'un engagement de l'ensemble. Et il faut savoir aujourd'hui que l'architecte, parmi pas mal d'autres intervenants et professionnels, et bien sûr maîtres d'ouvrage et autres, il est obligé aujourd'hui d'intégrer. Ce n'est plus on va dire un choix ou bien je dirais option personnelle, mais c'est un engagement juridique aujourd'hui. Il y a des lois aujourd'hui qui cadrent le cadre du bâtiment et il y a la loi sur les énergies renouvelables justement qui cadre un petit peu de manière générale. Et il y a la loi sur l'efficacité énergétique, l'RTCM. Et donc l'RTCM aujourd'hui, il est devenu opposable à tous les architectes et bien sûr à travers les architectes et les maîtres d'ouvrage de concevoir des bâtiments qui respectent un minimum de conditions, un minimum d'éléments
dans la construction, je dirais pas, on va pas parler de la durabilité jusqu'au bout, parce que quand on dit la durabilité, c'est tout un esprit. C'est même par rapport à la provenance des matériaux, travailler avec des matériaux naturels, respectueux de l'environnement, qui consomment un minimum d'énergie grise. Mais aujourd'hui, le pays s'inscrit dans une, on va dire, un seuil déjà d'atteindre l'efficacité énergétique, c'est-à-dire un bon rapport avec le système actif et passif, c'est-à-dire réduire la facture énergétique. Et bien sûr, quand on parle du LED, quand on parle des matériaux qui consomment un minimum d'énergie grise, beaucoup de choses de la chaîne de production. Il y a de l'autre côté aussi le système passif. C'est là où on va parler de l'architecture et de l'architecte en l'occurrence, parce que son travail, justement, il commence par la prescription, donc déjà dans le CPS, et deuxièmement dans la conception qu'il va donner. Et quand on parle de système passif, c'est-à-dire on parle de l'orientation, de l'architecture bioclimatique, de l'isolation, il y a des choses qu'on peut faire en avant déjà pour réduire l'impact de la production, parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, et ça c'est un débat, malheureusement, c'est pas malheureusement, donc l'efficacité énergétique ou bien sûr la réglementation RTCM, il s'applique à tous les bâtiments, bien sûr, on exclut tout ce qui est industriel, agricole et dans le monde rural, mais il y a une bonne partie du logement social, du logement déjà qui dans le je dirais le coût de revient assez faible, et on est censé justement appliquer la réglementation. Quand on est dans la zone, parce que le Maroc, comme vous devez le savoir, il est classé en 6 zones. Donc, quand on est dans une zone, une par exemple, ou deux, on parle par exemple de Rabat, Casa, Agadir, nous avons un climat modéré. On peut déjà parler d'un aspect assez réduit en termes d'isolation. On est obligé d'isoler par exemple juste la terrasse. On n'est pas obligé d'avoir un double vitrage. On n'est pas obligé, systématiquement, on n'est pas obligé d'avoir d'isolation même toutes les parois. Mais dès qu'on part dans des sites où il y a un grand écart thermique, donc Ouarzazate, Marrakech, Oujda et toutes les zones d'Imlal, j'en passe, ben là, il va falloir justement appliquer à la lettre la réglementation, chose qu'on ne fait pas sur les chantiers parce que le coût il est très très élevé. Donc passer une bâtisse, un projet en double vitrage, avoir de l'isolation au niveau de toutes les parois, en plus de l'isolation à la terrasse, malheureusement, ça ne se respecte pas. Donc, on le trouve sur les fiches, d'ailleurs, des architectes, mais bon, après, dans le suivi, il y a vraiment une réelle contrainte parce que le maître d'ouvrage, il ne suit pas toujours. Je ne parle pas de maître d'ouvrage qui est organisé, mais je parle de maître d'ouvrage, c'est-à-dire le citoyen qui construit pour lui-même. Et c'est là il va falloir justement, en tant que qualité de représentante de l'ordre et secrétaire général, et on avait fait des accords, bien sûr, avec le groupe Lafarge aussi, mais avec le groupe Znata et aussi avec la GIZ. Il y avait déjà une formation des architectes, justement, pour qu'ils soient à niveau. Donc, il y a une formation continue. Et il y a aussi une sensibilisation qui se fait avec les partenaires. Donc, je pense qu'on va en parler par la suite. Il y a un projet pilote qu'on aimerait mettre en place pour dire qu'on peut respecter la réglementation, même en construisant en construisant un logement dit social ou bien économique. Abordable, voilà, justement. Parce que la conception, orientation, double cloison, tout ça, on le sait, c'est bien, mais il y a des choses qui doivent suivre par la suite et c'est un engagement de l'ensemble. Voilà, Très bien. Vous avez bien précisé le fait que c'est un engagement étatique, c'est une stratégie nationale. Donc maintenant, en termes d'application, chaque acteur a sa part de responsabilité, il a son apport. Donc en fait, c'est une chaîne. C'est une chaîne et la partie conception fait partie de la chaîne et c'est très important d'intervenir en amont pour anticiper des problématiques. Donc, par rapport au bureau d'études et par rapport à l'ingénieur conseil qui accompagne toute la chaîne de valeur, dans la partie conception, dans la partie exécution, même jusqu'à la certification de projet. Comment vous voyez ces concepts-là, cette démarche transverse qui a un impact très significatif, mais malheureusement, elle n'est pas adoptée par tous les clients ou tous les maîtres d'ouvrage? Merci Sissamir, bonjour à tous.
Donc, justement, nous, notre métier en joue, quand on intervient sur des projets de construction, quand on accompagne des promoteurs immobiliers, quand on accompagne des architectes, des maîtres d'ouvrage, notre rôle, c'est un rôle de facilitateur, un rôle qui va jouer l'intermédiaire et qui va essayer de fédérer un peu tout le monde pour atteindre les objectifs de développement durable et les objectifs environnementaux définis par le maître d'ouvrage. Donc, moi, je dirais que l'étape clé pour la réussite d'un projet de construction, c'est l'anticipation de la phase d'exploitation. Quand on fait des calculs de coût global, on remarque en général qu'une grande portion du coût global, elle revient à la phase d'exploitation. Donc, je dirais même 70% du coût global d'un projet de construction avec la phase conception, la construction, l'achat des matériaux, etc. C'est surtout la phase d'exploitation avec la maintenance, avec le remplacement des équipements. Donc, si un projet n'est pas pensé en sa globalité d'une manière holistique et surtout sans cycle de vie, si on n'anticipe pas la fin de vie du bâtiment, on aura beaucoup de coûts au niveau de la phase exploitation. Et donc, justement, pour anticiper ces changements-là et pour anticiper ces coûts et essayer de les réduire, la meilleure manière, c'est de penser le projet dans sa globalité dès les premières phases de conception et d'essayer de s'asseoir avec tous les intervenants, même en phase programmation, pour définir des objectifs clairs et mesurables du maître d'ouvrage, mais en phase programmation jusqu'à la fin de vie d'un bâtiment. Donc, en phase conception, il y a plusieurs éléments qu'on peut intégrer, comme l'a bien cité Madame Hanan, qu'on peut intégrer au niveau d'un projet, qu'on peut anticiper pour aider cette phase exploitation-là. C'est justement l'insertion du projet dans son site, pour essayer de tirer au maximum profit des éléments naturels qui sont profits sur le site. Je citerai l'exemple de l'éclairage naturel, donc de bien dimensionner les ouvertures, de bien orienter le bâtiment pour apporter plus de lumière naturelle, pour apporter plus de rafraîchissement naturel. On parle maintenant de free cooling au niveau des systèmes énergétiques. Donc, si on n'anticipe pas ces éléments-là, on aura du mal après à bien avoir un bâtiment en exploitation et à bien gérer tous ces éléments-là en phase d'exploitation. Donc, on a parlé de l'insertion du site dans son environnement, c'est ça. Je citerai aussi donc l'efficacité énergétique passive avec des éléments passifs qui relèvent de la conception du projet. Donc, on a la capacité du bâtiment avec ses ouvertures et avec vraiment la volumétrie du bâtiment. Est-ce qu'on aura un bâtiment qui est déperditif à cause de sa volumétrie, à cause de sa capacité qui n'a pas été bien pensée? Il y a aussi l'isolation, donc le choix de l'isolation, les matériaux qui vont composer notre enveloppe thermique, qui sera donc la couche protectrice du bâtiment vis-à-vis de l'extérieur. Et on a aussi l'efficacité énergétique active. Donc là, on va attaquer les systèmes qui seront installés au niveau des bâtiments. Et donc, ces systèmes-là, ils peuvent être mieux dimensionnés si on a une enveloppe thermique qui est bien faite, bien conçue. On aura moins de besoin de chauffage et de climatisation, moins de déperdition au niveau du bâtiment. Il y a aussi, donc, si on a un bâtiment intelligent, pour contrôler, pour le suivi de ces éléments-là en phase d'exploitation, donc, si on peut mettre en place une domotique ou bien une gestion technique centralisée du bâtiment avec tous les éléments qui y sont installés, donc on pourra mieux appréhender et mieux gérer la phase d'exploitation de notre bâtiment et réduire le coût sur tout le cycle de vie du bâtiment. On peut citer aussi l'économie circulaire. Donc, un bâtiment avec de bons matériaux qui sont réutilisables, qui sont facilement démontables, on va réduire les déchets. Et on va mieux anticiper la fin de vie du bâtiment. Et les déchets d'un bâtiment peuvent refaire l'objet de matières premières pour un autre bâtiment et ainsi de suite. On se placera dans une boucle fermée avec l'économie circulaire, avec une fin de vie bien gérée et bien ficelée. Très bien, merci Petit Sam. Alors, ça concerne les concepts, en fait, ça concerne tout le cycle de bâtiments, dès la conception jusqu'à la rénovation, la démolition carrément de bâtiments pour intégrer ces concepts-là et vaut mieux anticiper. J'aimerais bien revenir sur un point que vous avez cité, le cahier de charge. Donc, le cahier de charge, ça concerne généralement les promoteurs, les entreprises. Et là, je passe la parole, c'est Souheil.
surtout pour nous dire plus. Vous avez une expérience sur l'exemple de Zneta, un cahier de charge qui anticipe et qui prévoit des concepts de durabilité, de confort et de santé par rapport aux utilisateurs finaux. Comment vous voyez ça et quels sont les défis sur le chantier, surtout en termes d'exécution? J'aimerais bien avoir l'avis de l'entreprise d'exécution en termes de quotidien, en termes de défis et challenges que vous rencontrez sur le chantier. Merci Samir, merci à tous d'être là. Étant promoteur immobilier, on est dans une phase où là plutôt on est dans la phase la plus délicate dans la transformation de tous ces éléments-là dans un bien qui sera livré au client final. Donc toutes ces préoccupations de tous les maillons de la chaîne pour garantir un confort, un bien-être pour l'occupant final. Donc la dernière décennie, avec la vision clairvoyante de notre direction générale, ils ont choisi d'investir sur des projets qui sont cadrés par exemple dans la zone de Zneta ou la zone de Loda. Donc des zones qui sont, comme j'ai dit, cadrées par des cahiers de charges, comme vous l'avez dit. Ces cahiers de charges-là sont ils présentent des garde-fous pour la construction et permettent de traduire tout ce qu'on a dit tout à l'heure pour le client final. Donc pour le cahier de charge dont vous avez parlé, le cahier de charge des prescriptions environnementales, c'est un cahier de charge qui définit plusieurs thématiques, qualité de l'air, confort, énergie, accessibilité, une panoplie de thématiques avec des points spécifiques, comme l'a bien expliqué Madame, avec des recommandations et des préconisations. Donc, on peut citer, par exemple, l'isolation thermique, l'isolation phonique, l'utilisation de matériaux locaux, même si l'utilisation de matériaux locaux jusque-là n'est pas très développée. On parle de qualité ou de prix. On peut aussi parler d'utilisation plutôt des limiteurs de débit dans les robinets, soit dans la gestion de l'eau. La gestion de l'eau dans les salles de bain ou dans les cuisines. On parle aussi d'utilisation de panneaux photovoltaïques pour l'éclairage des zones communes non éclairées naturellement. Tout ça pour dire qu'on a des limites, des garde-fous, un cahier de charge qu'on doit respecter pour traduire tout ce que... Les principes de durabilité. Ça, c'est par rapport au cahier de charge. Ouais. Maintenant, sur le chantier, sur l'exécution, ouais, j'imagine que c'est pas facile. Effectivement, vous connaissez très bien le chantier. Donc, tout ce qui est matériaux de construction, on fait des consultations chez plusieurs prestataires, partenaires, pour trouver les meilleurs matériaux de meilleure qualité et les meilleurs prix, effectivement, pour ne pas impacter ce prix-là au niveau du client final. On parle au niveau du chantier, on essaie de faire tout ce qui est nécessaire pour le recyclage des matériaux, partant du ferraillage au niveau de la structure jusqu'à la tuyauterie du plombier ou des câbles de l'électricien. Quand on dit recyclage, c'est-à-dire réutilisation des matériaux, des chutes ou du stock restant. Très bien, très bien. Alors, j'aimerais bien, avant d'entamer le sujet
surtout des atouts et des avantages par rapport au utilisateur final. J'aimerais bien revenir sur un dilemme qui est surtout par rapport à l'architecte. Par rapport à l'aspect esthétique, généralement les clients demandent des bâtiments, des beaux bâtiments, parfois des ouvertures assez larges, c'est la tendance. Et l'architecte, elle est face à un dilemme, trouver un équilibre entre tout ce qui est esthétique et tout ce qui est concept de durabilité et d'efficacité énergétique. Au fait, en effet, c'est un dilemme parce que on a envie un petit peu de calquer, pas de calquer, de s'inspirer un peu de modèles. Et comme on l'avait dit tout à l'heure, c'est une composition. C'est-à-dire, je peux avoir un auvent, je peux avoir des masques architecturaux, ce qu'on voit aujourd'hui, la mode, les persiennes, les doubles pots et tout le reste. Mais c'est une architecture, justement, c'est vrai, ça plaît, mais c'est une architecture qui n'est pas contextuelle. Et je pense que il faudrait aujourd'hui, nous avons justement une tradition, une culture architecturale assez variée. Il va falloir justement que les architectes reviennent un petit peu à ce qu'on appelle l'architecture du lieu, et une architecture contextuelle justement. Parce qu'on peut faire un beau bâtiment en l'adaptant à son contexte, tout d'abord historique, spatial et aussi climatique. Parce qu'aujourd'hui, ça devient une condition fondamentale et primordiale parce qu'il s'agit du confort à l'intérieur. Et aussi parce qu'aujourd'hui, il y a quand même une hausse sur la facture énergétique. Donc, on peut pas se permettre d'avoir un chauffage l'hiver. C'est vrai que on a moins de contraintes vis-à-vis du chauffage par rapport à la climatisation, mais quand même, il va falloir chauffer à un certain moment. Et aussi par rapport à ces journées d'été. Bon, comme j'ai dit tout à l'heure, ça passe à la limite quand on est à Casa, Rabat, Agadir, quand on est sur le littoral. Mais quand on est dans une ville, Marrakech, ou la Katla, par exemple, Oujda, et avoir une façade complètement vitrée, eh ben ça, c'est quand même, je peux dire que c'est un choix qui n'est pas très optimal et qui va exposer. C'est vrai qu'on peut trouver des solutions. On peut avoir un facteur solaire très, très, très puissant sur le vitrage. Ça va tripler, voire quadrupler la facture le vitrage. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir une façade vitrée? Il va falloir justement trouver une esthétique qui nous est propre, parce que je peux aussi féliciter les architectes marocains qui font un très très bon travail. Quand on est au Maroc, on voit de très beaux bâtiments. On commence justement à travailler. Il n'y a pas que le vitrage qui est signe de belle architecture, si j'ose le dire, même si j'aime pas appeler belle architecture, mais on trouve des compositions qui sont des murs parfois qui sont vraiment aveugles avec des petites fentes. Et c'est joli et c'est respectueux justement de l'environnement. Donc c'est ce travail sur la composition architecturale. Je pense qu'il y a une prise de conscience chez nous. Donc on voit de moins en moins des façades vitrées. D'ailleurs, vous pouvez faire les nouveaux bâtiments qu'on fait. À la limite, quand le maître d'ouvrage, quand on est surtout dans le tertiaire, quand on a envie d'avoir plus d'ouverture, un petit peu plus s'ouvrir sur l'extérieur, on a obligatoirement et systématiquement un système de double pot. C'est vrai qu'aujourd'hui la double pot, il coûte cher, il y a un souci d'entretien, il y a un souci de mise en œuvre, mais je pense qu'on évolue, donc il y a un effort qui se fait dans ce sens. Il va falloir justement travailler sur cette conception et cette approche contextuelle tant qu'on l'a pas vraiment, parce qu'il n'y a pas que l'architecte. Parfois, quand l'architecte il est suffisamment averti, et il veut justement accompagner son maître d'ouvrage, il y a le maître d'ouvrage qui a déjà des idées, il y a des images, qui veut s'ouvrir, c'est en exploitant l'espace, c'est en ce moment-là qu'il réalise que justement il y a un problème. Et donc on commence à chercher le double vitrage, ou bien parfois des vitrages avec des facteurs solaires, on a des indices un peu plus particuliers, avoir des stores. Ce sont des solutions de rattrapage. C'est mieux d'anticiper que de... Exactement, voilà, c'est un peu ça. Très bien. Alors, je voulais bien parler des atouts. L'efficacité énergétique, on peut la quantifier. Généralement, l'utilisateur final, on a un bâtiment qui est isolé, qui a une efficacité, une performance énergétique. Ça se voit directement sur la facture énergétique. Donc, c'est un truc plus ou moins quantifiable et peut l'amortir sur le temps.
Par rapport à la notion de confort de la santé, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile de la quantifier. Comment on peut vendre ou convaincre un utilisateur final par rapport à ces arguments? Parce que les gens généralement, ils s'intéressent à l'esthétique. Là, bon, la facture énergétique, ça devient vraiment très important. Ils ont d'autres soucis par rapport à la superficie. Mais le confort, c'est un peu difficile. Merci, Samir. Donc, comme on s'est dit depuis tout à l'heure, en ayant bien conçu un bâtiment et en ayant exploité toutes les synergies qui existent entre les différents intervenants pour tirer justement des solutions les plus optimales pour l'exploitation du bâtiment et qui vont nous permettre d'avoir des économies en phase d'exploitation et aussi un certain confort des usagers. Avec toutes les solutions et mesures d'efficacité énergétique qui existent, on a besoin d'avoir un certain cadre pour traiter tous les aspects. Il faut mettre l'accent sur l'économie d'énergie, sur la performance environnementale, mais il y a aussi un aspect qui est très important, c'est le confort et la santé des usagers. Et donc, on va essayer de trouver des cadres qui vont combiner tous ces éléments-là pour avoir des bâtiments qui sont irréprochables à 100% et qui traitent tous les aspects qu'on peut retrouver du développement durable, qui d'ailleurs... Ces trois piliers sont l'économie, l'environnement et le social. Donc, il ne faut pas oublier le social et l'usager final dans toute cette chaîne de valeur. En fait, pour le confort des usagers, on peut retrouver des certifications environnementales, des démarches environnementales qui vont nous donner un cadre structuré pour qu'on puisse traiter tous ces aspects-là. Donc, économie d'énergie, performance environnementale, en bien traitant donc l'efficacité énergétique passive et active du bâtiment, mais aussi en traitant le confort et la santé des usagers. Si on a un bâtiment qui laisse pénétrer de la lumière naturelle, ça crée un certain confort des usagers, donc confort visuel. Si on a un bâtiment avec une bonne performance thermique de l'enveloppe, on a une certaine sensation de confort thermique à l'intérieur des bâtiments. On peut le mesurer. Pour le suivi de ces éléments-là en phase d'exploitation, on a des capteurs, on a des sondes, on a des thermostats qui vont nous permettre à chaque fois de voir est-ce qu'on est dans la limite du confort thermique au sein de nos bâtiments ou pas. Aussi, je vais citer l'exemple des aménagements intérieurs. Donc là, en travaillant avec plusieurs preneurs de bureaux sur des projets en CoInshell, développés en CoInshell, on remarque que les multinationales sont de plus en plus demandants de bâtiments qui sont certifiés avec des certifications environnementales internationales, qui pour eux, c'est un gage de qualité, que tous ces éléments-là de confort, d'économie et de tout ce qu'on se disait depuis tout à l'heure sont bien mis en place. Donc, c'est parmi les critères prioritaires pour ce genre de multinationales qui vient s'implanter au Maroc et qui cherche un bureau au niveau des plateaux bureaux à louer. Et pour eux, c'est un gage de qualité. Et ils continuent cette démarche-là en mettant en place des démarches de qualité de vie au travail. Donc, il y a pas mal de démarches de qualité de vie au travail qui ont été développées avec des experts de santé, avec des ingénieurs et des architectes qui ont fait des études et qui ont vu qu'en intégrant, par exemple, la biophilie au niveau de nos intérieurs, d'avoir de la verdure ou bien des éléments qui rappellent la nature au sein de nos intérieurs, ça donne automatiquement une sensation de confort et un cadre agréable à vivre à l'intérieur de nos bâtiments. Donc, il y a vraiment plusieurs aspects qu'on peut traiter pour attirer l'attention et pour assurer ce confort des usagers en phase d'exploitation. Il y a aussi, donc, parmi les études qui ont été faites par ces experts-là, ils ont vu qu'on a une productivité qui est augmentée. Ils l'ont estimé à entre 20 à 30% d'augmentation de la productivité exactement, grâce à l'amélioration des conditions de la qualité de vie au travail ou bien même dans nos logements. Il y a un taux d'absentéisme qui est réduit. Donc, les collaborateurs, ils sont plus épanouis, ils veulent aller au travail.
il y a eu des statistiques et des enquêtes qui ont été faites et qui ont montré que les collaborateurs dans un environnement qui est agréable et qui est sain et confortable, ils préfèrent de venir travailler en présentiel que de faire du télétravail. Donc ça, c'est vraiment des indicateurs qui montrent l'intérêt et l'avantage derrière ces démarches-là qu'on peut appliquer soit en aménagement intérieur ou bien tout simplement dans la construction du bâtiment. On peut aussi imaginer la résilience climatique du bâtiment, donc en bien intégrant des éléments et des mesures d'efficacité énergétique, on peut mieux anticiper les conditions extrêmes, par exemple la hausse de température ou bien des éléments qui peuvent se produire dans le futur, des inondations, en temporisant par exemple les eaux pluviales au niveau du bâtiment. Et du coup, on peut traiter aussi cette partie-là de la résilience climatique des bâtiments et mieux anticiper les conditions extrêmes qui peuvent se produire dans le futur. Très bien, merci, c'est très clair. Il y a pas mal d'avantages, d'atouts pour les utilisateurs, que ce soit pour le bâtiment résidentiel ou pour le tertiaire, donc c'est important. Mais tout ça, ça a un coût. Donc j'imagine que un développeur, un aménageur intègre ça dans sa stratégie. Et la question la plus importante, c'est par rapport au retour sur investissement. Est-ce que, surtout sur le long terme, c'est difficile de le calculer sur le court terme, mais sur le long terme, comment un aménageur peut intégrer ces aspects et quel est plus ou moins le retour sur investissement sur le long terme? Merci beaucoup, Sissabine. Moi, je pense honnêtement que je laisserai plus le représentant du promoteur immobilier le soin de répondre à cette question parce qu'ils sont plus en contact avec l'utilisateur final et que du coup, les questions de coût sont plus prépondérantes chez eux. Nous, on est quand même porteur d'un projet d'utilité publique et dans ce cadre-là… J'entends. Étant porté par cette volonté d'un projet d'utilité publique, notre objectif est justement d'assurer un bien-être et un confort pour la future population de Zneta. Je pense aujourd'hui qu'il n'est plus permis de penser un bâtiment, de construire un bâtiment sans intégrer ces aspects liés au confort à l'intérieur. Aujourd'hui, on ne peut plus réellement parler de surcoût quand il s'agit du confort des utilisateurs finaux. Lorsqu'on a commencé à penser à ce cahier de charges qui est quand même contraignant, hein, il faut le dire, la première fois, on a eu des retours qui sont complètement ahurissants. Les gens nous disaient « mais vous êtes complètement hors sol, vous ne savez pas de quoi vous parlez, nous, on est développeurs, vous êtes des lunatiques, vous êtes en train de rêver et jamais ça ne sera fait. » Ensuite, il y a eu quand même plusieurs promoteurs qui ont voulu jouer le jeu. Au départ, c'est vrai que c'était un surcoût. On parlait de 20% sur le mètre carré. Mais de plus en plus, notamment avec l'évolution du cadre réglementaire dont a parlé Hanan tout à l'heure, il y a beaucoup de choses qui rentrent aujourd'hui dans les mœurs et qui se standardisent, qui se normalisent. Et donc aujourd'hui, on n'est plus vraiment dans cette optique de surcoût. En plus, on a eu quand même la période Covid, il ne faut pas passer à côté. Alors Covid, on a tellement passé du temps chez nous que chacun aujourd'hui est conscient de tous les défauts de chez lui, il est aussi conscient de tout ce qu'il ne veut plus dans sa future acquisition. Donc de Covid, est née aujourd'hui une nouvelle génération d'acheteurs, et ce sont des acheteurs qui sont beaucoup plus exigeants et qui sont beaucoup plus réceptifs de discours tels que portés par la force de vente des promoteurs immobiliers sur notre territoire. Donc aujourd'hui, si jamais un acheteur se déplace au niveau d'un bureau de vente et qu'il entend parler d'orientation de bâtiments, de qualité de l'air, de matériaux qui sont moins nocifs pour la santé, d'efficacité énergétique, d'ensoleillement, d'existence d'espaces verts à l'intérieur des complexes résidentiels, ce sont des choses qui vont parler aujourd'hui aux futurs acquéreurs. Et donc, d'une contrainte qu'au départ était perçue en tant que telle, on a évolué vers quand même une batterie d'atouts qui sont aujourd'hui une force pour les promoteurs immobiliers pour se démarquer et pour faire la différence sur un marché qui est aussi concurrentiel que le marché de l'immobilier. Donc nous, en tant qu'aménageurs, on a une vision
qu'on a essayé de traduire au niveau de ce cahier de charges, qui est encore une fois très contraignant parce que du respect de 100% des exigences et des prescriptions dépend l'attribution du quitus. Et donc, ils ne peuvent pas faire aboutir l'opération de vente sans avoir le quitus. Mais aujourd'hui, nous, on a ce sentiment-là, et je parle sous votre contrôle, mais j'aimerais bien avoir votre retour aussi là-dessus, que justement, ces exigences-là, premièrement, ont permis à plusieurs promoteurs immobiliers de s'inscrire dans des démarches de certification pour faire écho à ce que vient de dire Abdissam, mais aussi de se démarquer. La première fois qu'on a entendu parler d'un bâtiment HQE sur les radios marocaines, c'était un bâtiment Aznata. Et ne serait-ce que par curiosité, les gens se sont déplacés pour se dire mais qu'est-ce que c'est que HQE? Et donc de susciter un peu ces questions-là auprès du futur acquéreur, de contribuer justement à faire émerger une nouvelle génération d'acheteurs qui sont plus aguerris, qui sont plus conscients de ce que veut dire habiter et occuper un logement. Je pense que c'est vraiment, ça n'a pas de prix et je ne peux pas vraiment aujourd'hui le considérer comme un surcoût. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je retourne la question, c'est Souheil. Et surtout, bon, comme l'a précisé Nourouda, c'est par rapport à l'acquéreur, à l'utilisateur final. D'accord. Donc, est-ce que les gens, ils ont ce degré de sensibilité? Est-ce que ces arguments peuvent aider à mieux vendre? Et est-ce que tous les segments de logement peuvent être concernés? Donc, effectivement, pas tous les acquéreurs sont aguerris ou connaissent les préceptes, la certification ou un bâtiment HQE, efficacité énergétique, mais comme l'a dit madame, on appelle généralement, chez nous aussi, on ne l'appelle pas un surcoût parce qu'on a fait nos études pour effectivement se caler sur le cahier de charges et chercher des optimisations ailleurs pour garder notre marge, notre coût et ne pas l'impacter sur le client final. C'est-à-dire l'acquéreur final ne va pas ressentir un delta, oui. Un bâtiment qui est isolé par rapport à un bâtiment non isolé. Il ne va pas ressentir le delta par rapport à son investissement, mais par rapport au coût d'achat, mais par rapport à son confort, soit sa santé mentale, par rapport aux ouvertures, il va le ressentir. Mais il y a certainement des points où il y a des difficultés à appréhender, à comprendre. Je donnerai l'exemple au niveau du cahier de charge, on nous demande de faire une STD, une simulation thermique dynamique. Elle peut ressortir quand on n'aurait pas de climatisation au niveau d'une chambre par rapport à sa taille, par rapport à ses ouvertures, par rapport à sa ventilation. Donc, expliquer à un client qui n'aura pas de clim au niveau d'une chambre, il pourra le concevoir, lui, comme optimisation faite au niveau du promoteur et dira que c'est du bas de gamme ou ils ont oublié de faire ça ou de faire ça. Très bien, très bien. Donc, en termes de coût et surtout sur la partie, j'imagine, le hosting, il n'y a pas vraiment une différence, là, une grande différence. Mais par rapport à l'utilisation et le résultat final, il y a une différence remarquable ressentie en termes de confort et en termes de santé. Alors, juste si vous avez d'autres interventions, juste avant de donner la parole à la salle pour les questions. J'aimerais juste un petit peu rappeler, parce qu'on est en train de dire, parce qu'on est en train de réfléchir. C'est vrai qu'il y a un cadre réglementaire, il y a de bonne volonté, mais est-ce que c'est appliqué ou pas? Moi, j'ai envie justement de sensibiliser l'ensemble de l'écosystème. Il va falloir peut-être revoir les priorités, parce que les Marocains, ce sont des bâtisseurs à la base. Donc, on a l'habitude de construire, et ce n'est jamais été l'architecte qui construit, ou bien l'ingénieur, ou bien le promoteur, comme on le conçoit aujourd'hui, mais c'est vraiment le Marocain lui-même qui construit. Et il suffit de se balader un petit peu dans les ruelles, vraiment avec des gens qui construisent en connaissant leurs réels besoins. Parce qu'il va falloir justement refaire un travail d'initialisation ou bien d'une priorisation de ce qu'on a vraiment, de ce dont on a besoin. Aujourd'hui,
on est dans une culture d'apparence, malheureusement. Je dis bien un peu, on aimerait avoir de beaux matériaux, soi-disant, comme luxueux, justement. On parle un petit peu du marbre dernier cri, du carrelage, les vitrées, ce que j'ai cité tout à l'heure. Il va falloir un petit peu revenir et prioriser. Et on parle aujourd'hui, nous avons la maison Impatio, qui est vraiment un magnifique argument bioclimatique. Aujourd'hui, ce qui m'attriste, parce qu'on voit nos solutions qui sont à la base authentiques, je dirais pas traditionnelles, qui sont exploitées ailleurs. Et quand on voit par exemple d'autres pays voisins comme le Mexique, par exemple, qui ont vraiment fait de très belles choses, l'Espagne, le Portugal, il y a des concepts un petit peu bioclimatiques qui sont il y a on va dire, tous les éléments d'une architecture respectueuse de l'environnement, respectueuse de l'humain, et même du confort thermique, et je dirais même de l'intimité humaine. Donc nous avons une ouverture sur le ciel, il y a des choses qui sont assez intéressantes, et je pense qu'il va falloir peut-être, en tant qu'aménageur de l'espace, vous avez parlé de l'aménagement, avoir de l'espace vert, c'est important, parce qu'aujourd'hui, on conçoit des villes avec des densités sous prétexte qu'on a besoin d'urbaniser, mais je pense qu'il va falloir aussi revoir les documents d'urbanisme. On a créé des villes satellites aujourd'hui qui ne sont pas habitées. On parle de 12e logement, de 3e logement. Est-ce qu'on a vraiment besoin de construire autant ? Je ne dis pas qu'il faut arrêter de construire, mais il va falloir construire avec un certain rationalisme et un confort, pas uniquement thermique, mais c'est un confort aussi de vie où il y a des espaces d'une certaine durabilité. Et j'insiste surtout et beaucoup sur cette réinitialisation de nos priorités, même par rapport au maître d'ouvrage. Je pense qu'il est, pour un maître d'ouvrage, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est les vendeurs, justement, de mettre en avant du baie vitré, je dirais du marbre, des sanitaires un petit peu haut de gamme. Mais je pense l'usager de l'espace, il n'a pas vraiment réellement besoin de ça. Il va falloir un petit peu changer la façon de voir les choses et commencer par le plus important, parce qu'il est question de confort thermique, il est question de l'environnement où nous vivons et aussi je dirais même de l'existence de l'être humain. Et je vais finir mon propos par une belle expression de Norbert Schulz: demeurer le même sans être jamais pareil. C'est-à-dire garder ce que nous avons comme valeur, et on peut évoluer en gardant nos valeurs. Voilà. Merci. Très bien, très bien. Alors, d'autres interventions. Moi, j'aimerais bien rajouter, par rapport à ce que vous avez dit, je pense qu'il y a un vrai travail sur la sensibilisation et la communication vis-à-vis de citoyens normal. Parce que c'est vrai pour les promoteurs, pour les bâtiments, un certain nombre de bâtiments, on peut faire ça, mais le citoyen qui construit sa propre maison, il n'y a pas mieux que revenir à nos ancêtres, les habitudes, la façon avec laquelle ils ont travaillé. Il y a des bonnes choses à faire, des principes à reproduire pour respecter le confort, la santé et l'humain. Exactement. Donc j'ouvre la séance des questions à la salle. Si vous avez des questions, marhaba. Mais je crois qu'on a oublié peut-être le client qui est le centre de tout c'est le centre, on construit pour le client. D'ailleurs, en fait, ici, c'est endommagé, c'est promoteur de l'immobilier, nous avons ce souci d'intéresser aussi le client dans les aspects environnementaux, parce qu'un client, il va toujours préférer acheter quelque chose qui est perfectible, que ce soit les matériaux, que ce soit la clé, et préférera acheter un bâtiment qualifiera plutôt ce bâtiment autant dit, mieux placé qu'un bâtiment peut-être facile, auquel peut-être le maître d'ouvrage s'est investi sur le coût peut-être plus grand que le plus important que le premier bâtiment. Alors comment faire pour pouvoir intéresser ces clients-là
faut-il peut-être les sensibiliser? Faut-il peut-être les attirer via des certifications, peut-être pour les intéresser? Ou, parce que moi je ne pense pas qu'en termes de certification, parce que, comme a dit Mme Mouda, il y a une certaine conviction là-dessus. En fait, on n'aimerait pas vendre juste à la veille pour pouvoir vendre. Peut-être qu'on pourra construire facile sans pouvoir avoir une certification ou chercher à avoir une certification. Alors, comment pouvoir intéresser ces clients-là et les motiver à acheter ce produit-là? Parce que finalement, un promoteur immobilier a besoin de rentabiliser ses projets et pouvoir de se distinguer par rapport à d'autres promoteurs immobiliers. Et là, comme on voit, la partie, le retour sur l'investissement, on le voit sur la phase d'exploitation. Le maître d'ouvrage n'intervient pas en phase d'exploitation, donc il n'est pas très motivé par ça. Alors, comment pouvoir intéresser ces clients à ces aspects-là? Concrètement, comment pouvoir le faire? Parce que c'est aussi notre problématique, vraiment, c'est le voyant de notre problème, comment pouvoir intéresser ces clients. Merci. Merci beaucoup, Madame Nargis, pour cette question. Je pense qu'il est difficile d'avoir un représentant de l'acheteur final, parce qu'il y a tellement d'acheteurs avec tellement d'exigences, avec tellement de besoins. Mais voilà, nous, on a plusieurs casquettes, parce que nous-mêmes, on est déjà des acheteurs et on essaye vraiment de faire ce jeu de rôle et de se mettre un peu à leur place et de voir qu'est-ce qui pourrait éventuellement parler au plus grand nombre. Après, je pense que ça a été cité tout à l'heure dans les interventions, il n'y a pas mieux que la sensibilisation. Dans ce cadre-là, nous, on voudrait bien mettre en place un projet pilote. Donc, c'est une idée que nous avons et que nous allons mettre, Inch'Allah, à exécution en 2025. Aujourd'hui, je pense que dans les maillons de la construction au Maroc, il y a beaucoup de typologies de bâtiments. On a aujourd'hui le résidentiel qui est pas mal couvert par les promoteurs immobiliers et dans lequel on voit émerger plusieurs initiatives de durabilité. Et nous, on accompagne la force de vente des promoteurs immobiliers pour justement leur donner des arguments qu'ils vont utiliser dans leur discours vis-à-vis du client final. Mais nous, on s'est intéressé aussi à ce fameux Marocain qui construit par lui-même. Donc, il y a l'autoconstruction, parce que c'est aussi une partie du projet de Znata. Et dans ce cadre-là, on a beau parler, on a beau avoir les plus belles présentations, on a beau faire des animations de fou, mais ça ne parle pas réellement. Donc, comment est-ce qu'on va intéresser ces personnes-là? En leur faisant vivre un peu l'expérience. Et ça ne marche pas forcément qu'avec l'utilisateur final. Nous, ça a marché avec notre conseil d'administration, pour vous dire. Ce sont des personnes qui sont vraiment aguerries, qui travaillent sur ces thématiques-là, mais qu'on peine encore des fois à convaincre par rapport à l'efficacité de certaines mesures, notamment de la certification, notamment des engagements environnementaux. Mais une fois qu'un jour de grande canicule, il y a eu une visite et qu'ils ont pu intégrer un bâtiment qui est HQE, un bâtiment qui a été conçu selon les normes les normes HQE, ils sont rentrés et tout de suite ils ont dit alhamdoulilah, il y a la clim. Et c'est là où on a dit non, absolument, c'est même pas encore réceptionné, il y a même pas encore d'électricité, donc pas de clim. Et c'est là où ça a justement déclenché un peu une réflexion rétrospective pour se dire ah ouais, donc on peut avoir ça sans avoir de clim, sans avoir forcément un investissement conséquent en phase d'exploitation. Et donc, c'est ce genre d'expérience qu'on va essayer de recréer dans le cadre de ce projet pilote pour que justement on puisse avoir ce ressenti-là, qui lui va faire vraiment l'advocacy, qui va vraiment défendre un peu ces idées-là beaucoup mieux que ce qu'on pourrait faire dans le cadre d'une présentation ou d'un discours. Il y a aussi un point important, c'est l'exemplarité de l'État. Donc, tant qu'on ne donne pas, c'est-à-dire on construit, tant que c'est-à-dire on va dire le leadership dans le circuit ne donne pas l'exemple, parce qu'on ne peut pas demander aux citoyens ou aux autres éléments de la chaîne de respecter ces principes de la durabilité, tant que nous-mêmes, c'est-à-dire le décideur, enfin on va dire l'État qui est vraiment la locomotive, ne le fait pas. Tous les bâtiments, normalement, sans exception, ils doivent intégrer ces principes. C'est-à-dire, il faudrait vraiment, quand on rentre dans un bâtiment, je suis à Rabat, à Casa à la limite, je dois pas utiliser la clim. Je pense qu'il faudrait qu'on ait cette... qu'on soit déjà nous-mêmes
conscient et bien sûr donner l'exemple, parce que le citoyen, quand il voit un produit qui marche bien, je pense qu'il est preneur. Il y a pas de, je pense pas qu'il va dire non. Surtout cette question de confort, et on l'a senti ces dernières années, et ça devient de plus en plus infernal d'occuper nos espaces. Vous avez parlé d'un point qui est très 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 important, on l'a tous oublié, c'est le confinement. Le confinement, il a remis en cause pas uniquement le confort thermique, mais il a remis en cause beaucoup de choses, l'espace, les surfaces, les espaces verts, les espaces communs. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de réflexions à faire sur l'espace pour rester vraiment dans une réflexion durable, vraiment durable jusqu'au bout. Très bien. D'autres questions? Salam alaikum, madame, bonjour à tous et à toutes. Je pense que tout le monde est présent autour de la table, tous les intervenants, mais bon, je pense que vous avez oublié un acteur majeur. Alors je débarque en retard, mais je pense que l'élu très important dans tout cet aspect, dans tout cet environnement. Je m'explique. D'ailleurs, je me présente Abdellah Boulourmer, j'ai un bureau d'études sur la ville d'Agadir. Je suis aussi expert immobilier assermenté, mais je vais prendre un petit peu la casquette de l'élu, c'est très important. Parce que toutes les catastrophes qu'on a vécues jusqu'à aujourd'hui, dans toutes les villes du Maroc, sans exception, mais d'une sitna, on a vécu justement cette anarchie urbanistique, et on paye les pots. Au-delà, on est entre l'engouement ou l'intérêt économique, c'est-à-dire des promoteurs, et qui peut des fois être démesuré, et on est entre les contraintes réelles de l'expansion des villes. On a hérité des villes. Heureusement qu'il y avait des plans maintenant, alhamdoulilah, qui ont été initiés par Sa Majesté. J'en cite les villes sans bidonville, qui a fait quand même, qui a aujourd'hui des résultats assez importants et considérables. On parle, la thématique, c'est un petit peu de l'énergie énergétique et confort des habitations, c'est ça? C'est la thématique de... C'est l'efficacité énergétique. L'efficacité énergétique, le confort et la santé dans le bâtiment durable. Alors, le confort. Les atouts pour l'utilisateur final. Regarde pourquoi je vous ai dit ça, parce que le décideur, en fin de compte, parce que qui c'est qui gère le territoire? Là, je ne défends pas ma chère casquette d'élu. Il faut que l'élu soit dans ce genre de débat. Parce que c'est malheureux, parce que les décisions, en fin de compte, elles se font localement. Qui c'est qui autorise tout ce qui se fait aujourd'hui? C'est les communes. Il faut qu'ils sont dans cet aspect, dans cette dynamique. Autrement, on rate un petit peu le coche. On est passé du logement horizontal, le logement plutôt horizontal, vertical. D'accord? Quand on a des constructions à perte de vue, sans espace de stationnement, de quel confort on parle? Alors aujourd'hui, les villes sont étranglées. Et d'ailleurs, je pense que Casablanca en fait l'exemple. Heureusement qu'il y a quand même tout cet aménagement qui se fait, alhamdoulilah. Il y a un problème réel. Il faut que chacun de nous, les décideurs, les architectes, bien sûr les promoteurs, tout le monde, les élus, il faut qu'ils prennent ce volet réel. J'ai assisté à un débat et qui parle des villes comme c'est l'avenir de l'homme, parce qu'il y a la partie effectivement de l'exode rural qui se fait, donc il y a une grande demande, sur le logement en fin de compte. Il y a des leviers qui sont faits par l'État pour accompagner justement et encourager les entrepreneurs à construire et aussi les ménages à acquérir, mais il faut réfléchir à cet espace commun. La ville, c'est pas uniquement le logement. On parle d'efficacité, et on parle aussi d'espace vert. On parle de l'eau, qui est une thématique pertinente et importante. Aujourd'hui, sans eau, on ne peut pas continuer à construire aveuglement. Donc ça, c'est juste pour un petit peu créer le signal d'alarme. Et là, c'est juste pour vous dire que cette thématique, elle est importante. Et j'ai entendu quelques interventions. Barakallah alaikum, bravo. Mais il faut que le débat, il y les décideurs.
il a entre le promoteur et le consommateur, il y a une faille quelque part. Il faut que tout le monde soit sensibilisé. Et ça, c'est le grand challenge. Très bien, très bien. Merci. C'est un plaisir d'être avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je me permets de clôturer le... Pardon ? Salam alaikum. J'ai envie de rebondir un petit peu sur les deux questions qui m'ont précédé pour me demander justement pourquoi on n'a pas invité le législateur, parce qu'on continue à parler de sensibilisation, de motiver les gens, etc., alors qu'il y a une réglementation sortie dans le bulletin officiel en 2014 qu'on a du mal à appliquer. Et dont j'avais lu le projet en 2012, ça s'appelait la RTBM. À l'époque, je venais de faire une formation sur la RT 2012. Il m'a semblé que la RTBM, c'était trop simple, c'était trop facile. Je me demandais pourquoi on a commencé avec quelque chose d'aussi bas, alors que les pays comparés à nous sont partis depuis des années. Et quand j'ai rencontré les gens de l'ADERE, on m'a expliqué qu'on voulait mettre quelque chose qui soit facilement applicable dès le premier jour. Comme Madame l'architecte a dit tout à l'heure, il y a des villes dans lesquelles on n'a pas vraiment besoin de faire grand-chose pour être conforme à la RTCM. Alors, au lieu de parler de sensibilisation, de projets pilotes, de certification environnementale, il faudrait vraiment faire appliquer une réglementation qui est obligatoire depuis 2014, c'est-à-dire depuis 10 ans. Donc, je me demande où est le rôle du législateur. Et il faut penser que l'objectif de tout ça, c'est de réduire la facture énergétique du Maroc. Parce que si on parle de Znata, de quelques projets ici et là, etc., c'est très bien, c'est excellent, mais la facture énergétique du Maroc qui continue à représenter 95% de devises, alors là, vraiment, il faut faire quelque chose de la part du législateur et il faut peut-être les inviter pour avoir le retour 10 ans après la sortie de la RTCM. Merci beaucoup. On aimerait bien parce que c'est vraiment un sujet. Vous avez parlé de l'application de la RTCM. Le monsieur avant, il a parlé du rôle des élus. Madame Hanna tout à l'heure a cité l'exemplarité de l'État. C'est un point très important. Donc, pour vulgariser, sensibiliser les gens, il faut qu'on commence par le haut, donner l'exemple. Sortir une réglementation, c'est très important, mais le plus important, c'est l'appliquer. Donc, nous, on n'a pas pu inviter tout le monde. Bon, on a pris un échantillon. L'idée, c'est de dire qu'il y a des initiatives qui se font. C'est des choses qui sont possibles. On peut les dupliquer. Et il y a un démarrage, il y a un point de démarrage. Il y a un long chemin. On peut pas construire tout en un clin d'œil. Donc, il y a un point de départ, il y a des belles choses qui se font sur le Maroc. C'est un point de démarrage. Il faut qu'on généralise, il faut que l'État soit exemplaire surtout la partie tertiaire, les administrations. Il faut que les principes de la réglementation thermique, l'efficacité énergétique soient appliqués. Et après, ça va être généralisé pour le logement, pour le résidentiel. Voilà. Merci beaucoup. Je vous remercie pour votre présence. À très bientôt, Inch'Allah. Merci beaucoup. Une dernière intervention pour clôturer. En fait, c'est un peu pour rebondir sur ce qu'a dit monsieur. C'est par rapport à un point qui est la réglementation aujourd'hui au Maroc, un peu dans tous les secteurs. On remarque que le Maroc va à 2 vitesses. Et ça veut dire qu'en fait, on a des promoteurs qui sont dans des certifications, mais vraiment très performantes, d'un point de vue énergétique dans le bâtiment, dans l'immobilier, mais on a d'autre part une RTCM très basique qu'on peine à appliquer. Donc, effectivement, le législateur, il peut être là, mais c'est des contraintes qui peut nous expliquer, enfin, s'il faisait partie du tour de la table. Il y a cette double vitesse qu'il faut suivre, vu qu'aujourd'hui, il y a un besoin
il y a des promoteurs qui sont vraiment réellement, qui existent, qui vendent, qui ont ça comme argument de vente et qui arrivent, qui a un acheteur déjà, parce qu'il y a la demande, donc forcément il y a l'offre. Donc forcément, j'imagine qu'il faudra suivre et finalement ça fera un effet de levier parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, il faudra évaluer la RTCM, il faudra la refaire, la reprendre. Cette fiche ne marche plus pour des raisons X, tout le monde le sait. Les élus, ils sont aussi impliqués pour quelque chose, il y a un manque de sensibilisation qu'il doit y avoir, il doit y avoir des mesures de suivi dans ce sens. D'ailleurs, justement, l'exemple de Zneta, du projet Zneta, est un projet justement précurseur et qui va justement ouvrir également le débat sur tout ce qui est urbanisme durable, parce que quand on parle construction durable, on parle de projets, etc. Bon, c'est ponctuel, mais on parle également de l'urbanisme durable, du quartier durable. Et ça aussi, c'est toute une infrastructure installée, c'est très coûteux aussi, et donc c'est pas donné. Alors, quand on parle de tout ça aujourd'hui, on parle de l'exemplarité de l'État. Il y a tout ça, d'un côté, donc tout ce qui est construction nouvelle, mais il y a également tout un chantier de rénovation qu'il faudra ouvrir un jour ou l'autre et qu'aujourd'hui, il faut le dire, nous avons un parc de bâtiments. Bon, moi, je parle d'une manière générale, hein, il y a le résidentiel, tertiaire, etc. Mais il y a un parc de bâtiments aujourd'hui existant que nous allons plus ou moins perdre si nous ne nous attaquons pas à ce chantier de rénovation architecturale, de construction, etc., mais rénovation énergétique également. Et c'est tout un process que, quelque part, nous en discutons, mais aujourd'hui, il n'y a pas encore quelque chose qui se fait dans ce sens. Les mesures à intégrer dans une construction existante, c'est plus compliqué que pour une construction nouvelle, où là, on parle encore de conception, du process en entier. Là, on est en train d'attaquer un bâtiment la fin de sa vie. Comment le réinventer, sachant qu'aujourd'hui, nous avons des villes où le foncier commence à coûter extrêmement cher. Donc voilà, pour clôturer, je vous remercie tous et toutes pour votre Zine Balaoui Mhamdi, architecte, casquette, experte pour la GIZ, pour le projet d'efficacité énergétique au Maroc. Donc je vous remercie. Merci beaucoup, madame. Merci pour votre intervention.